Merci, messieurs les modérateurs, chers urologues. J'ai le plaisir de présenter cette présentation au Congrès national. Et par la même occasion, je remercie M. Alexandre Lataille qui m'a permis de faire cette présentation. Je ne vous le présente pas, vous le connaissez. Peut-être j'ai pas mis... mais je me rattrape ici. Nabil, quand il a dit « M. Alexandre Lataille a porté la flamme olympique sur une petite période de temps », moi je le remercie infiniment parce qu'il porte la flamme tout le temps, chaque jour, dans la transmission de savoir, dans la formation des jeunes qui veulent se mettre à la chirurgie robotique. Les années 80, oui, on connaît, je ne veux pas me répéter, l'apparition de la chirurgie mini-invasive, surtout la cellulchirurgie, et qui était séduisante par les petites incisions et l'utilisation de caméras, c'était du nouveau. Et quand ça se passait bien, c'était une merveille, parce que les malades ne restaient pas beaucoup à l'hôpital et parce qu'il n'y avait pas de problème post-opératoire. Et dans la foulée, l'évolution, le progrès ne s'arrête pas. Fin des années 1990, c'est-à-dire en 1999, la chirurgie mini-invasive a été assistée par le robot, justement parce que dans la chirurgie celluloscopique, il y avait des défis ergonomiques. La chirurgie assistée par le robot voulait corriger ces petits problèmes. En fait, c'est des grands problèmes, parce que les mains de chirurgien sont remplacées par les bras de robot, la caméra qui était tenue par un aide, il est tenu par un robot et il est stable, et la chirurgie... Et le chirurgien dirige l'intervention à distance de la table opératoire, assis en ergonomie, dans une position ergonomique magnifique. Donc il y avait un engin qui arrive. Et bien sûr, c'est une nouvelle technique et il faut un nouveau paradigme pédagogique pour la formation des utilisateurs. Oui, l'ergonomie a été décrite en 1949 par les Anglais, et qui visait à adapter le travail à l'homme. Justement, il faut qu'il a cette ergonomie et il concilie les capacités physiques et mentales aux objectifs productifs. En analysant les différentes étapes ou les différentes phases de travail, l'ergonomie, la recherche de l'ergonomie, c'est pour rendre le travail compatible avec les capacités humaines, c'est pour améliorer aussi l'ambiance au sein du travail. Il y a un nouveau concept de perception et de transmission d'informations au sein de l'équipe. Et dans de nombreux secteurs, l'ergonomie est devenue essentielle pour accroître la productivité sans atteindre la santé du travailleur et aussi pour prévenir d'ailleurs chez tous les travailleurs ces problèmes musculo-squelettiques. Les troubles musculo-squelettiques, c'est un problème majeur, pratiquement pas uniquement en chirurgie, pratiquement dans toutes les entreprises, dans tous les travaux, parce qu'il y a des contraintes physiques, parce qu'il y a des contraintes mentales, parce qu'il y a des contraintes biomécaniques et organisationnelles. C'est pour cela ils dérangent ces troubles neuromusculaires, ils lèsent au fur du temps. Ils sont caractérisés par la douleur. Le chirurgien, quand il fait la celluloscopie debout, il bouge sa tête, il bouge sa colonne vertébrale, il bouge tout le temps. Donc, il doit, au long terme, porter atteinte à sa santé. Et si au long terme, ça porte atteinte à sa santé, et au court terme, il peut atteindre à la qualité de travail aussi, à la sécurité de malades qu'on est en train d'opérer. C'est pour cela l'approche ergonomique est indispensable. Et c'est cette chirurgie robotique d'ailleurs qui a été bien pensée, qui a ramené l'ergonomie à la... pour ne pas dire comme les Américains disent, le celluloscopy is killed. Non, les Français et les Européens ne disent pas ça. Ils ne calomnient jamais la celluloscopie. La celluloscopie, une évolution, une autre étape, on est tombé sur la chirurgie robotique, c'est dans la continuité. Donc on ne peut pas dire que la celluloscopie est killed. Il n'est pas tué, la celluloscopie, mais il est amélioré pour prévenir ce problème de troubles neuromusculaires. Alors, cette ergonomie qui était apportée par la chirurgie robot-assistée, qui est indispensable d'ailleurs, qui est capitale, je vous ai dit qu'on ne va pas dire que ça y est, la chirurgie robotique a supplanté la cellulio, on ne peut pas le dire, on peut dire juste que c'est une évolution de la celluloscopie, mais avec une autre vision, parce qu'il n'y a pas les défis ergonomiques et il y a une précision chirurgicale supérieure.
Les systèmes robotiques, je ne veux pas dire un système, il y a beaucoup de systèmes actuellement robotiques, mais comme la Da Vinci, assistent les chirurgiens en offrant une vision 3D, ça vous le savez, du site opératoire, manipulation précise des instruments. Et ces choses-là, ça rajoute dans l'ergonomie. C'est grâce à ces choses que la fatigue et les contraintes physiques sont diminuées. Je crois que j'ai pris celle-là de M. Jacques Cobert, les apports de la chirurgie robotique. Ça, c'est incontestable. Les chirurgiens les connaissent. Les chirurgiens connaissent les avantages, qui sont la qualité de dissection, de suture, le transfert direct d'une technique ouverte une fois la machine très bien maîtrisée. Et les actes qui étaient complexes en ces lieux sont devenus banals et possibles. Absence de fatigue. Vous allez voir, les malades et l'administration ne voient pas ça. Les malades ne voient que la petite incision, ne voient que de l'extérieur, mais peu importe, parce que c'est le chirurgien d'ailleurs, c'est l'influenceur, c'est le chirurgien. Donc s'il est convaincu, le chirurgien, l'administration ou le malade, avec le temps, ils vont se convaincre. Et c'est pour cela, c'est ces avantages qui ont, en quelque sorte, montré les limites de la celluliochirurgie. Il y a une interface aussi informatique qui permet de filtrer les mouvements, d'éliminer les tremblements physiologiques, de permettre aussi d'éviter la démultiplication, permettre la démultiplication des gestes. C'est deux d'ailleurs qui donnent la grande précision. Et la caméra est surtout tenue par un bras d'un robot qui est un bras métallique. Et il n'y a pas cette fatigue humaine qui va vous provoquer l'instabilité en pleine opération. Et puis il y a le zoom et il y a aussi le chirurgien qui contrôle l'agrandissement de l'image. Il y a aussi un autre fruit très important, c'est qu'on utilise l'indocyanine pour opacifier, pour donner de la fluorescence et qui se traite parfois informatique et qui aide les chirurgiens dans pas mal de situations. Et donc tout ça, c'est des acquis. Aussi l'articulation de corporelle qui a pu récupérer les 7 degrés perdus en chirurgie. Celluloscopique. Et l'intuitivité, je mets en rouge, l'intuitivité du mouvement reproduit la gestuelle chirurgicale classique. La position du chirurgien aussi nettement améliorée sur le plan ergonomique. Il est assis, les avant-bras sur des appuis-bras, son regard plonge dans l'image, ses mains en contrebas avec un axe entre les yeux et les mains. Ceci, on ne le trouve pas dans la celluliochirurgie. Donc, oui, je vous ai dit que les malades et l'administration ne voient jamais ces qualités. C'est l'utilisateur qui les voit. C'est l'utilisateur qui le voit. Et c'est pour cela d'ailleurs, quand ils voient un malade opéré par robot, un malade par cellulio, ils se disent « mais c'est la même chose, c'est pas la même chose ». Et pourquoi on a les mêmes cicatrices et le prix est prohibitif? Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais je suis sûr et certain, comme aux États-Unis, un jour, ils vont, tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de tapage aux États-Unis qui n'est pas en France. Quand on voit tous les panneaux dans les rues, dans les autoroutes, on fait de la publicité à la chirurgie robotique. Voilà une position ergonomique qui est magnifique et qui permet au malade de rester tout le temps dans une position qui ne peut pas lui provoquer des troubles musculo-squelettiques. Oui, je vais mettre la dernière d'abord avant de passer au vif du sujet. Oui, les applications au départ intuitives, chirurgicales, à miser surtout la chirurgie cardiaque et les éprontages coronariens. Mais heureusement pour nous, c'est l'urologie qui en a profité. C'est l'urologie qui a utilisé au début un maximum d'interventions chirurgicales robotiques. D'ailleurs, les premières publications concernées, c'était en urologie. C'est vrai, en 2007, l'urologie était au top. C'était classée la première dans la chirurgie robotique. Mais en 2016, aux États-Unis, la gynéco s'est emparée de cette première classe parce que aussi eux ils sont séduits par cette technique. Alors ils utilisaient beaucoup de chirurgie robotique et l'urologie s'est trouvée en deuxième position. Cette chirurgie robotique a convoité plusieurs spécialités. D'ailleurs, le viscéraliste qui vient de présenter ici, effectivement, moi, j'étais à Mondor et j'assistais les 2 journées en chirurgie robotique urologique. Et une fois, j'étais vraiment séduit. Une jeune qui était en train d'opérer une DPC dans un climat agréable. Une jeune, je dis une jeune, ce n'est pas de la taille de M. Alexandre, magnifique. Donc, ils se sont aussi lancés sur la chirurgie la digestive, thoracique, pédiatrique. Et encore l'ORL. Personne ne pensait que l'ORL allait utiliser le robot avec thyroïdectomie, avec une incision rétro-auriculaire. Donc, tout le monde maintenant s'intéresse. Tout le monde, parce qu'il y a de l'ergonomie. On a même dit, aux États-Unis, ils disent, la chirurgie robotique a rajeuni les chirurgiens.
Parce que les chirurgiens, quand ils grandissent, ils ont des troubles musculo-squelettiques et des douleurs. Et même quand ils opèrent assis, ils sont rajeunis. Formation en chirurgie robotique, je ne vais pas me répéter sur des parties. Il doit bien sûr profiter des techniques qui sont passées auparavant, surtout la chirurgie celluloscopique. On va insister sur des choses aussi terribles et surtout sur une chose qui ressemble à la chirurgie robotique, qui est l'aéronautique. Pourquoi? Parce qu'il y a un tableau informatique, l'interface entre le malade et le chirurgien. Ça se ressemble, il y a une ressemblance, il y a aussi le coût du matériel. Le robot, ça ne coûte pas 1 000 € ni 2 000 €, ça coûte une grande somme. C'est pour cela qu'il faut une adaptation des méthodes de formation qui sont compatibles avec la taille des engins qu'on utilise. La cellulogirurgie, effectivement, mon cher ami Amrani, il a bien précisé, en 1980, il n'y avait pas de chirurgien expérimenté. La technique, ça s'apprenait de proche en proche. Et il n'y avait pas vraiment de dogme à respecter. Il y avait beaucoup de dégâts au départ, c'est vrai. Je ne sais pas si en neurologie il y avait beaucoup de dégâts, M. Alexandre Bataille pourra nous dire, M. Jacques Hubert aussi. Moi, ce que je sais, ce qu'il y avait, quand il arrivait les gags, c'était des gags énormes. Alors, oui, je voulais mettre ces diapos-là de grands édifices à Paris et l'autre à New York. Vous allez trouver l'ingénieur en commun qui c'est Gustave Eiffel, pour vous dire qu'il n'y a pas de frontières dans la transmission du savoir. Et pourquoi? Parce que moi, je ne connaissais pas monsieur Bertrand Guillonneau, qui est un grand monsieur d'ailleurs, moi je l'ai découvert quand j'étais aux États-Unis. Ils parlent beaucoup de lui, ils disent c'est l'avant Guillonneau et l'après Guillonneau, parce qu'avant il y avait aux États-Unis surtout exclusivement la chirurgie ouverte. Lui qui a fait sa première prostatectomie, ses débuts à Nantes en 92 en Célio, première prostatectomie en 98 et en 2000 en robot, et puis elle est partie au Détroit, elle est restée une année pour former Mani Menon et Tewari, des Anglais, puis après elle est partie au Mémorial. Il est resté 8 ans. Et là, il a été nommé professeur à New York, aussi en Angleterre. Il est revenu à Paris. Il est resté aussi 10 ans à Paris. Puis il est reparti à la clinique de la Charité à Berlin. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans la transmission de savoir. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de frontières. La formation celluloscopique après, et c'est structuré, bien sûr, et c'est structuré. Aux États-Unis en particulier, ils ont profité de beaucoup de chirurgiens français qui sont partis aux États-Unis, qui ont transplanté la technique en France, aux États-Unis, et qui ont, soi-disant, rationalisé la formation avec des traîneurs et tout. Et aux États-Unis, comme vient de dire M. Amrani, il y a des sociétés savantes qui, d'ailleurs, y ont posé en 2004 les bases, les fondamentales de la chirurgie celluloscopique. La chirurgie robotique est née à la fin des années 90, c'est-à-dire en 1980, un développement exceptionnel. En 2017, il y avait 700 robots en Europe contre 2700 aux USA. Les derniers chiffres des États-Unis, parce que ça coïncidait avec ma présence aux États-Unis, de décembre 24, il y avait 5000 robots Da Vinci aux États-Unis. 5000, c'est énorme. Donc, cette société intuitive chirurgicale qui est investie, qui travaillait sur les récepteurs, et puis s'est lancée sur une production très colossale qui rapporte beaucoup. 5000 robots aux États-Unis, c'est énorme. C'est pour cela, aux États-Unis, les internes, quand ils viennent pour le robot. Les résidents aussi. C'est pour cela. La formation, il y a deux questions qui se posent. La question de formation adéquate, pas uniquement formation adéquate et aussi validation des compétences. Et plus loin que ça, aux États-Unis, ça devient un plan d'affaires, business, un plan d'affaires, c'est du business. Ça rapporte beaucoup et de fonctionnement parce que doit s'inclure dans cette formation les ingénieurs de biomédecine, la formation des chirurgiens, la formation des aides opératoires, des infirmières, des instrumentistes, de tout le monde, parce que ce n'est pas facile pour exploiter, il faut former, il faut passer par. C'est vrai, le Da Vinci ou Intuitive Surgical, au départ, c'est le fournisseur qui s'occupe de cette formation, mais elle est trop insuffisante parce qu'il va juste vous montrer les pièces de l'appareil et c'est pas...
Il va juste vous montrer les pièces de l'appareil, mais il n'adhère jamais à la bonne gouvernance des programmes de formation, le fournisseur. Est-ce qu'il y a des normes de formation mondiales actuellement pour les programmes de robotique? Je ne crois pas. Il n'y en a pas encore. Est-ce qu'il y a des ressources de formation les plus optimales actuellement? Je ne crois pas. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut trouver un bon partenaire pour analyser les options et permettre une formation efficace. Pour les hôpitaux qui se mettent dans la chirurgie robotique, il faut qu'ils recherchent un programme de formation solide, se basant, comme vient de dire Sambrani, sur la simulation et les expansions des procédures précliniques. Et aussi, pas que ça, si vous avez des programmes et vous n'avez pas de personnes qui vont veiller sur ces programmes, ça va pas réussir. C'est pour cela aussi, il faut l'accès à un corps professoral. Il faut aussi avoir des surveillants qui vont soutenir l'adoption de ces robots et contribuer à la réussite des programmes avec une bonne gouvernance. Les courbes d'apprentissage, maintenant, sont publiées, sont connues. Pour atteindre un plateau, il faut 20 à 40 interventions. D'ailleurs, ils sont nécessaires aux chirurgiens. Vous allez voir, il y a 2 freins énormes en France, 2 grands freins en France, vous allez les voir tout de suite là. Mais il faut, comme M. Alexandre Lataille, comme je l'ai vu, comment il parle avec ses apprentis, vous ne vous inquiétez pas, vous allez apprendre et vous allez opérer avec le robot, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que la robotique est un exemple concret où une utilisation apporte une plus-value à tous les stades de la formation. À chaque fois que vous franchissez un pas, vous vous sentez capable d'y aller un peu plus loin. Et puis, voilà les 2 freins dont je vous ai parlé. Il y a la HAS, il y a aussi l'Agence nationale de sécurité. Je ne sais pas, c'est du blocage. Non, mais ils ont peur parce que le citoyen il peut porter plainte, il y a des complications. Donc, il impose la formation, la bonne formation avant de passer à l'être humain. C'est pour cela, les modalités de cette formation doivent être précisées, évaluées et standardisées avec des normes internationales. Tout le monde doit faire la chirurgie robotique. La chirurgie robotique n'est pas, je ne veux pas minimiser, mais franchement, tout le monde peut faire la chirurgie robotique. C'est quoi le nouveau paradigme? Les étapes de la formation, je suis rentré au vif du sujet, j'espère que j'ai 2 minutes, je vais pouvoir terminer. Ils peuvent être classés en 3 étapes. La première étape, parce que je ne vais pas me répéter sur des choses, la première étape, c'est il faut connaître l'appareil. Il faut connaître l'appareil, il faut une maîtrise technique de l'appareil, de la console, des pédales, tout. Il faut le maîtriser. Et quand vous avez maîtrisé, vous allez pouvoir simuler. Vous allez pouvoir faire des exercices sur le simulateur. Les savants, M. Hubert, il est là, M. Alexandre Lataille. Est-ce que 100 heures de simulation sont suffisantes? Moi, j'ai trouvé dans la littérature 100, et même aux États-Unis, ils disent 100 obligatoires, 100 heures de formation en simulation. Pourquoi? Parce que vous devez faire la simulation, parce que quand vous passez à opérer vraiment, vous n'allez pas à penser sur la pédale où ça se trouve, le bipolaire ou le monopolaire ou, non. C'est intégré dans votre tête, vous allez vous concentrer que sur le malade. Oui, d'autres, comme la méthode la plus répandue, c'est les modèles animaux, mais comme mon ami Amrani vient de préciser, pour raison de prix et raison d'éthique aussi, et il faut effectuer en dernière étape avant d'aller vers l'être humain. Et est-ce qu'il y a d'autres dans la première étape? Oui, parce que vous voyez, les jeunes qui sont dans les structures hospitalières universitaires, déjà, quand ils s'habillent, ils installent le malade, quand ils font le pneumopéritoine, quand ils font le DAKIN, ça aussi, ça fait partie de l'apprentissage. Et aussi, il n'y a pas que celui-là, il y a aussi l'aide opératoire à côté du malade. C'est devenu indispensable, ça permet de donner des plus-values aussi à la formation. La deuxième étape, vous avez acquis la console, vous avez acquis et compris et appris tous les pédales, les boutons et tout, et vous allez passer au sérieux. C'est-à-dire quoi? Vous êtes urologue, donc vous allez faire les techniques urologiques. Il faut les simuler aussi, les techniques urologiques. Et ça me ramène à une chose très importante. Quand vous avez maîtrisé la console, ça, on le dit, les utilisateurs pourront vous le confirmer. Les gens qui ont fait la chirurgie ouverte ou aussi celluloscopique, qui connaissent l'anatomie et qui connaissent la technique opératoire, leur progression est très très rapide.
Par contre, les jeunes, ce n'est pas pour décourager les jeunes, non. Ils sont avides de la console, ils veulent la console, ce sont des gens de la console, oui, ils sont forts en console, mais ils doivent faire un effort pour apprendre la technique chirurgicale et pour connaître l'anatomie, pour pouvoir atteindre, évoluer rapidement aussi. Cette deuxième étape aussi, il y a simulation, mais avec des exercices un peu avancés, il y a aussi l'inanimé, l'animal et tout, mais rien. À ma connaissance, rien ne remplace la double console. J'ai 3 diapos à passer rapidement. La double console aussi, c'est comme vous apprenez la conduction, et il y a 2 volants, la double console, il est pour une grande chose. À l'assistance publique, tous les hôpitaux ont double console à l'assistance publique. Je ne sais pas pourquoi dans les autres villes, il n'y en a pas. Troisième étape est très importante, c'est la formation aux compétences non techniques, parce que le chirurgien, il est plongé dans le champ opératoire. Ça y est, avec les oreilles, il ne voit pas. Il y a une équipe autour, il y a l'instrumentiste et l'aide opératoire autour de la table. Il y a un deuxième apprenti à la console. Donc, quand il communique, le chirurgien principal, le son résonne dans la salle, mais les autres, ils vont aider parce qu'il y a la cognition, il y a les interactions sociales, il y a les facteurs personnels. Et je vais peut-être passer un peu plus rapidement. Il y a même d'autres exercices, l'équipe font ensemble, ce qu'on appelle l'immersion de l'équipe. Et puis pour arriver à l'évaluation de compétences, c'est obligatoire en France aussi bien qu'aux États-Unis, mais aux États-Unis c'est encore pire parce qu'il y a plein d'hôpitaux qui sont dans la justice à cause de ça. Et c'est les seniors qui doivent certifier ces jeunes apprentis. Et puis, on va revenir à l'aéronautique. L'aéronautique, il faut toujours certifier tout le temps. Vous n'avez pas pratiqué pendant 2 mois, vous devez passer à la simulation pour être certifié afin de reprendre le travail. Et puis, la conclusion, mais je vais directement à la conclusion dans la conclusion. C'est quoi la conclusion dans la conclusion? C'est une formation continue robuste, permet aux chirurgiens d'acquérir les compétences nécessaires pour utiliser pleinement les capacités ergonomiques de la chirurgie robot assistée pour éviter les erreurs potentielles. Et l'investissement, c'est ça le plus important. L'investissement dans le développement professionnel des chirurgiens est essentiel. Essentiel. Il ne faut pas dire que la deuxième console est chère, non. Il n'est pas cher, parce que vous avez des générations à former, vous avez des urologues à former. Non, ce n'est pas cher devant la formation, parce que les retombées sont très importantes pour garantir des résultats optimaux et une utilisation efficace de la technique. Merci.